Hello à tous, je suis Loïc Audet, cofondateur d'ImoCities, l'investissement locatif clé en main. Je vous souhaite la bienvenue dans Club Deal, le podcast qui va vous aider, vous, investisseurs ou futurs investisseurs, à développer votre propre stratégie d'investissement immobilier. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous donne toutes les clés pour réussir dans le monde merveilleux de l'immobilier et de l'investissement locatif. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez discuter immobilier ou de tout autre sujet, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Bien entendu, toutes vos questions sont les bienvenues et c'est avec grand plaisir que je tâcherai d'y répondre. Salut Arnaud, merci de me rejoindre sur Club Deal. Alors aujourd'hui, on va parler de location, de gestion. Mais un sujet qui me tient un peu à cœur, c'est comment fixer le bon loyer. Parce que en réalité, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que la vraie rentabilité, c'est celle que tu encaisses réellement. C'est pas la rentabilité sur le papier. Elle est jolie, elle est belle, elle est potentiellement sur un papier glacé, mais faut la faire. Et on va se rendre compte que effectivement, des fois, en ayant un loyer qui est potentiellement un peu moins élevé, là, on peut atteindre une vraie rentabilité. Donc, avant de parler de ça, je vais te laisser te présenter, Arnaud, sur qui est Arnaud, toi, ton parcours, et avant de parler de ta boîte qui s'appelle ImmoDirect. Bonjour Loïc, merci de m'inviter. Écoute, moi je suis entrepreneur depuis toujours, donc j'ai passé le cap de la cinquantaine, donc je fais partie des vieux maintenant, mais bon, je reste quand même bien jeune dans ma tête. Ouais, vous avez pas l'image, mais ça va. Donc maîtrise d'informatique, ensuite DESS, donc c'est l'équivalent du master 2, je crois maintenant à Paris Dauphine, donc en économie. Et puis tout de suite, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec toute une première partie de ma carrière dans l'informatique, avec des sociétés d'informatique. Et dès le départ, j'étais parti dans l'internet. On faisait des sites web pour les maisons de champagne en 94, 95. Ok. Voilà. Donc à l'époque du 56K quand ça ramait. Ah, exactement. Ouais. Ouais. Voilà. Ensuite, fin de cette décennie et début des années 2000. Là, on a vraiment compris l'enjeu à l'époque, on appelait ça le e-business, c'est-à-dire on dépassait le site web. Et donc, j'avais pris la décision de vendre ma boîte à des copains qui avaient monté une société qui s'appelait Himalaya. On est rentré, c'était une web agency, donc c'était on appelait ça comme ça, la web agency. La triptyque. On avait levé 40 millions d'euros en bourse. Moi, je m'occupais de racheter des boîtes un peu partout en Europe. On s'est éclaté. On est monté à 800 personnes. Ouais. Et puis, en 6 mois, on a dû licencier tout le monde. En gros, 2001, la crise, c'était assez incroyable. Mais en 2 ans, on avait fait 15 ans de carrière. Ensuite, donc, j'ai recréé des boîtes. En 2004-2005, j'avais créé une société qui s'appelle toujours, d'ailleurs, elle existe toujours, qui s'appelle USaaS. Donc le SaaS, donc tu vois, j'avais déjà compris que l'informatique devait être devait être comme l'électricité à la demande, voilà, et non plus du soft et de l'architecture, etc. Mais que ça devait vraiment devenir un service. Donc, mais j'étais un peu trop en avance. Bref, d'autres sociétés dans le cloud, et puis en fin 2010, je décide de m'associer avec un de mes amis qui avait monté une boîte dans les télécoms. Donc, on crée une holding, on vend toute la partie informatique, et là, on développe Pritel, qui est un opérateur qui tourne toujours. Je suis toujours actionnaire et qui marche très très bien. Ça s'adresse à qui, Pritel? Pritel, c'est un MVNO, donc c'est un opérateur qui vend de la carte SIM à des particuliers et des professionnels. En 2009, on avait inventé la carte SIM vendue sur Internet sans engagement, donc avant Free, sauf qu'on n'avait pas les moyens de Free. Donc Free est arrivé en 2012, il a explosé le marché. Donc nous, on a vu notre ARPU, c'est-à-dire notre... C'est la carte SIM que t'as achetée chez Marchand de Journaux Ouais, nous on l'a acheté sur Internet. D'accord, ok. Et donc l'ARPU, donc le panier moyen qui était à 40-50 euros, il a divisé par 4 à peu près, sauf que le marché de la vente de cartes SIM sur Internet a explosé. Et donc, comme on était une petite boîte agile, etc., on a bien résisté à la crise. On avait levé aussi 10 millions d'euros auprès de fonds d'investissement, qu'on a dépensé beaucoup dans les impayés. En fait, la barrière à l'entrée des télécoms, c'était vraiment de faire partie du groupement
qui te permet de savoir à chaque fois que quelqu'un commande une carte SIM s'il est solvable ou pas. Ok. Bref. S'il achetait pas avec un crédit genre 10 € et après ça s'arrête. Et donc si ceux qui nous écoutent, surtout payez vos abonnements téléphoniques parce que le jour où vous les payez pas, vous pouvez plus vous abonner chez quelqu'un de sérieux. Bref, donc tout ça fait qu'on passe toute cette crise et cette transformation digitale dans le monde des télécoms. On a racheté les parts à nos investisseurs il y a 3 ans et on cartonne, ça marche très très bien. Et puis moi, donc il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans, voilà, on était 2 à la tête de Pritel. Enfin, le président était David, mon associé, et moi j'avais envie de faire autre chose. Et donc j'ai trouvé ce domaine de l'immobilier, avec cette spécialisation location gestion, où ce qui m'a tout de suite marqué, c'est que c'est un marché extraordinaire, c'est que 60 ou 70% des propriétaires bailleurs gèrent eux-mêmes. Donc je me suis dit mais pourquoi il y a si peu de bailleurs qui font appel à des professionnels. Bon, on pourra en parler après, mais voilà, j'ai mon idée là-dessus, et donc on a lancé ImmoDirect. Avec un seul M, parce qu'on est 2 fois moins cher, donc ça c'est la petite blague. Et écoute, aujourd'hui ça marche très bien. Ok. Donc du coup là, toi tu t'aimerais t'adresser aux 70% qui se démerdent tout seuls en fait. Alors nous on s'adresse aux 100%. Oui, aux 100%. Et aujourd'hui c'est le cas, parce que à chaque fois qu'un bailleur signe un mandat chez nous, on lui pose la question, est-ce qu'il est en autogestion ou est-ce qu'il est en agence, et on a un ratio 60% autogestion, 40% agence. Ok. Donc voilà. Ok. Présent sur toute la France. Alors, ImmoDirect, en 2 mots, donc des spécialistes dans le domaine de l'immobilier sur la location, donc la mise en location de biens, et sur la gestion locative. Tout de suite, on s'est dit qu'effectivement, il fallait pas se restreindre à un quartier ou une ville, donc on a dès le départ démarré national. Dès le départ, on a digitalisé l'ensemble du processus. Je pense qu'on est vraiment là où une des 2 ou 3 sociétés qui ont le plus digitalisé ce métier, puisque même nous, chez nous, par exemple, même le préavis est signé, le préavis du locataire est signé en démat. Mais on le met pas en avant. En fait, pour moi, la digitalisation, je connais ça depuis toujours. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'amener un rapport qualité-prix au client. Et lui, c'est ça qui l'intéresse. Il s'en fout que ça soit en ligne ou pas en ligne. Donc, nous, on a tout de suite voulu faire du national, mais par contre, on pense, et on sait aujourd'hui qu'on a eu raison de penser comme ça, c'est que ça reste un métier humain, et que oui, certes, on peut faire des locations avec de la visite virtuelle, mais ça n'adresse pas 100% du marché, et que pour pouvoir adresser 100% du marché, il faut pouvoir faire des visites physiques. Et donc, qui dit visite physique, il nous faut des relais. Et donc, on a créé notre réseau d'IMO agents qui couvre tout le territoire national, où on a à peu près 300 inscrits aujourd'hui, ce qui nous suffit pour couvrir nos besoins. Mais si on a besoin de le faire grossir, on a toute la mécanique pour le faire grossir. Ok. Je me mets à la place du propriétaire. Alors déjà, tiens d'ailleurs c'est intéressant comme donnée, entre des propriétaires qui ont eu un héritage, qui mettent l'appartement de la maman en location, tout ça, vs presque des pros de l'investissement. Tu pourrais me donner un ordre d'idée entre propriétaires, ils sont bailleurs parce que ils ont acheté un truc, ou ils ont acheté un truc il y a longtemps, c'est leur résidence secondaire, ils le mettent en location, c'est un héritage, etc. vs des personnes qui ont acheté pour louer. Alors nous, dans notre parc, c'est à peu près 70% qui ont acheté pour louer. Ok, donc des vrais investisseurs. Des vrais investisseurs. Et les 30% restants, on leur dit, on leur dit, vous êtes investisseur, vous êtes devenu investisseur, puisque vous avez un produit maintenant qui est presque plus un produit immobilier, mais qui est devenu un produit financier, puisque vous y habitez plus. Ouais. Mais justement, la question, en fait, là, je te pose la question parce que je me dis, tu vois, t'as pas les mêmes attentes si c'est l'appartement de ta mère, ta grand-mère, de quelqu'un qui est potentiellement décédé. Tu vois, t'as pas les mêmes attentes que lorsque t'as un crédit au bout qui doit être remboursé. Donc en gros, c'est un peu, tu vois, 2 salles, 2 ambiances, 2 loyers, enfin un loyer, bon, tu dis, je préfère que la personne reste longtemps, qu'elle se sente bien, etc. Et potentiellement faire le moins de travaux possible. Et de l'autre côté, t'as la personne qui, elle, a acheté au prix, peut-être au prix cher, qui a fait des travaux, etc. et qui doit rentrer dans ses frais de manière un peu obligatoire parce que il rembourse un crédit ou potentiellement il a même un effort d'épargne au bout.
Alors oui, bien sûr, les attentes peuvent être différentes, mais de toute façon, chaque bailleur a des attentes différentes. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des offres qui couvrent leurs attentes. Quelque part, tout le monde attend quand même du cash au bout. Hein. Nous, le plus possible. Nous, on a des slides, bien sûr, pour présenter Imo Direct en petit comité, et on a un slide, c'est les attentes du bailleur. Et ce qu'on a mis en haut, c'est la rentabilité, c'est le cash, parce que même si c'est l'appartement de la grand-mère, ouais. Si ça peut rapporter de l'argent, faut qu'il crache quand même. C'est mieux. Donc je crois que oui, ils ont peut-être une approche différente, mais au final, l'objectif, ça reste le même. C'est-à-dire qu'il faut que ça rapporte de l'argent. Après, et on va en parler, c'est que on peut pas fixer un loyer par rapport à un crédit. Et ça, c'est malheureusement, on a des investisseurs qui arrivent en disant, bah moi j'ai un crédit de 1 000 euros, donc il faut que mon loyer soit de 1 000 euros. Non, si le loyer peut être de 1 200, on va le mettre à 1 200, mais s'il doit être à 800, faut le mettre à 800, parce que sinon on pourra pas louer votre bien, monsieur. Donc ça, c'est par contre oui, ça il faut éduquer les gens justement sur le juste loyer, quoi. Ouais, c'est un peu comme les gens qui vendent et qui calent leur prix par rapport à leur prochaine acquisition, quoi. Exactement. On s'en fout. Tu vends ton appart et t'en rachèteras un autre avec le prix qui correspond, quoi. Bah oui, on peut pas créer le marché tout seul, sinon ça serait trop simple. Ouais. Si on veut faire des peut-être 2 ou 3 profils types de tes clients. Alors, on a fait une étude sur l'ensemble de notre parc et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas de profil type. Ah merde. Donc, ils sont tellement nombreux qu'au final, chaque client, il y en a autant que de clients, quoi. Non, en fait, ce qu'on a démontré par notre étude, c'est que finalement, tout le monde aujourd'hui, et d'autant plus après cette crise du Covid, est intéressé par un bon rapport qualité-prix, et que c'est plus ah oui, mais vous êtes en ligne, alors non, ça, on n'a plus du tout ces questions-là. Aujourd'hui, ce qu'ils regardent, c'est le prix, les services qu'ils ont, etc. Et donc, nous, on a la plus jeune propriétaire, je crois qu'elle a 16 ou 17 ans. Ah bon? Elle est mineure. Émancipée? Il y a un mandat par ses parents. Ok. Mais on en a une qui a moins de 18 ans. Et puis, on a des personnes de 80 et plus, qui sont tout à fait à l'aise, hein. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser que les vieux et l'informatique. Les vieux et l'informatique. Non, je crois pas que ce soit une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Et il y en a qui sont plus ou moins habiles. Après, par contre, en termes de les clients les plus exigeants sont entre 35 et 45. Ouais, ceux-là, ce sont vraiment. On devient chiant. Après ils deviennent plus cool, mais ça on l'a remarqué. Ce sont vraiment les plus exigeants. Alors un client exigeant, c'est pas forcément un mauvais client, hein, non, bien évidemment, mais voilà, c'est ceux qui ont le plus d'attentes, on va dire. Ok. Du coup, c'est quoi un appartement loué au bon prix? C'est un appartement qui se loue. Oui. C'est un appartement loué. Oui. Voilà. Donc le bon prix, c'est extrêmement important. Nous, déjà, dès qu'on a un mandat qui arrive, voire une reloc, quand on n'est pas dans des zones encadrées ou autres. Bon, après, il y a aussi tout ce qui est encadré, Pinel, etc. Donc là, de toute façon, la question se pose moins. Ouais. Si on peut se la poser quand même, mais on peut se la poser dans certaines zones. D'ailleurs, on n'arrive pas forcément toujours à louer, même au plafond Pinel. Ah merde. Ça peut arriver. Hein. C'est rare, mais ça arrive. Okay. En général, nous, un Pinel au bout ou un de Normandie, on arrête vite les annonces parce qu'on est assailli d'appels. Ouais. Mais bon, prenons le cas plus général. Donc, ce qu'on fait, c'est une étude de marché. Donc, on regarde les différents sites majeurs. De toute façon, ils sont connus. Tout le monde peut le faire. On a notre méthode, elle est bien rodée. On va pas voir les annonces des particuliers parce qu'on sait jamais à combien ça se loue au final. Donc nous, on regarde que des annonces de professionnels. Donc tu scrapes les annonces, On scrape, on fait une étude. Okay. Et on définit une fourchette. dont on discute avec le client. Et nous, on a mis en place une charte location qui est découpée en 3 étapes. En fait, ce qui est super important dans une mise en location, c'est qu'il y ait du flux. Parce que s'il n'y a pas de flux, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de... Alors, ce que j'appelle du flux, c'est des demandes de renseignements qui après se transforment en visite et qui après se transforment en dossier et donc en potentiel bail. Ouais. S'il n'y a pas de flux, forcément, il n'y aura pas de bail à la fin. Donc, sachant que l'entonnoir est quand même vachement resserré, quoi. C'est-à-dire que tu me donneras des métriques types sur une annonce, mais
Mais vraiment, enfin, en gros, à la fin, il y en a qu'un, quoi. T'as qu'un locataire, quoi. Donc, tu pars de très loin et t'as qu'un locataire. Et t'as qu'un locataire. Et effectivement, si tu pars avec 4 fois moins de flux au niveau de l'annonce, t'es mal barré, quoi. C'est comme dans tous les business, hein. Ouais. Le tien, le mien, c'est toujours pareil. Il faut avoir un gros entonnoir pour à la fin avoir des signatures. Donc là, effectivement, il y a qu'un élu sur chaque annonce. Donc, ce qu'il faut, quand t'as pas de flux, c'est pourquoi t'aurais pas de flux? Il y a deux éléments essentiels. C'est soit l'annonce n'est pas visible, et donc t'as pas de flux. Ouais. Soit ton prix est trop élevé, et donc tu es hors recherche, et donc t'as pas de flux. Nous, alors si je parle d'Imo Direct, on sait que l'annonce est visible puisqu'on achète ce qu'il y a de plus cher sur les 4 sites majeurs. Ouais. Donc, on est sûr que notre annonce est visible. Donc, quand il n'y a pas de flux, la déduction, c'est que le prix est trop haut. Donc, quand le propriétaire veut se mettre en haut de la fourchette, on lui dit, il n'y a pas de problème. Par contre, on se donne, alors nous, c'est une étape à 10 jours. Après, on peut la réduire. Et on fait un point dans 10 jours. Si on a eu du flux ou déjà une signature, ce qui arrive très régulièrement, ou du flux et qu'on sait qu'on va louer, bien sûr, on va pas baisser le loyer. On va chercher le meilleur dossier pour aller signer un bail. Par contre, s'il n'y a pas de flux, à ce moment-là, on se met autour de la table. On peut retravailler les photos, ça peut être aussi un élément, on peut retravailler le texte, etc. Mais en général, l'élément qu'il faut retravailler, c'est le montant du loyer, voire le montant des charges, on peut aussi en discuter. Et donc, on repart pour une séquence de 10 jours. En général, on loue. Ouais. Est-ce que tu paines, parce qu'il y a aussi un peu ce phénomène-là, c'est tu peux tuer le bien. C'est-à-dire que, en gros, tu l'as présenté pendant une certaine période, et tu sais, le fait qu'il remonte pas, le fait que à l'instant T t'as un certain nombre de personnes qui recherchent le type d'appartement, mais cette personne-là, quand elle revient 4 jours plus tard et qu'elle voit que ton appartement est toujours en ligne, fait bon, s'il est toujours là, c'est que c'est de la merde. Il y a un peu ce non, il faut être sur des délais courts, hein. Il faut pas être sur ces étapes, elles peuvent pas être en semaines ou en mois, donc il faut être sur des délais courts. On n'est pas non plus dans la transaction et dans la location, le public, c'est une rotation rapide aussi, donc c'est pas forcément. Donc t'as des nouveaux. Bien sûr, t'as les nouveaux. Après, quand t'es national comme nous, bien évidemment, tu traites pas l'annonce parisienne comme l'annonce au Creusot, par exemple. Voilà, donc, mais non, on n'a pas trop ce phénomène de cramer l'annonce. Tuer le bien, cramer l'annonce, bon, limite faut reprendre des photos à l'envers pour plus voir le même appartement. Non, il y a pas ce phénomène-là. Voilà, donc le juste prix, c'est le prix où on loue. Ouais. Et ce qui est sûr, ce que doivent comprendre les investisseurs, c'est qu'il vaut mieux baisser un peu son loyer et louer très rapidement plutôt que d'avoir de la vacance locative. Et beaucoup d'investisseurs se disent je vais prendre des assurances, mais il n'y a aucune assurance de vacances locatives qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est la pertinence de celui qui met en location. Parce on essaye de mettre ça en place. Une assurance pour la vacance locative. Chez ImmoCities? Ouais, on essaye. Avec un assureur, on essaye, mais c'est effectivement pas facile. C'est pas facile. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est qu'il t'oblige pas justement à baisser le loyer, en fait. Bah si. Mais alors mais donc dans quelle proportion? Et c'est ça qui est important à regarder. En gros, l'idée c'est que ça sera tu vois, t'as le prix marché. Alors bon, après t'as des bases, un peu de data, un peu de bases de données, mais effectivement, c'était au fin fond de la Creuse, t'auras peut-être moins de données. C'était prix marché. En gros, l'assurance fonctionnerait à partir du moment où tu t'es donné les moyens de le louer déjà l'appart. Mmh. Donc que tu peux apporter la preuve par A plus B que tu as mis sur différents sites avec une nomenclature quand même particulière, et que effectivement et donner les datas, donc dire en gros combien t'as eu de personnes qui ont vu l'annonce, combien t'as de personnes qui t'ont appelé, et combien sur ces gens qui t'ont appelé, combien avaient un dossier potable, quoi. D'accord. Si tu t'es pas donné les moyens, à ce moment-là, effectivement, l'assurance, salut, quoi, ça marche pas. Oui, le loyer il te couvre pas à hauteur de 100% du loyer, mais potentiellement, il était sur une base à 80% du loyer. Ce qui est déjà pas mal, hein. Non, mais après, c'est toujours bien de proposer des nouveaux services à tes clients. Moi, c'est pas encore en place du tout. On est en train de voir, mais c'est quelque chose qui, parce que tu vois, au final, t'as déjà la
carence et la vacance. Alors la vacance c'est le trou entre deux locataires, la carence c'est au début. La carence t'es sûr de l'avoir puisque de toute façon tant que l'appartement est pas fini, tu peux pas le mettre en location. Là a priori ça couvrirait les deux, mais c'est très compliqué et enfin c'est un truc, un bordel. Ouais, non, mais c'est compliqué. Nous, on la propose pas. Par contre, nous, je te disais pourquoi on a mis un exemple, le préavis en signature électronique. Certes, pour plus s'embêter et pour plus que le locataire s'embête à être obligé d'aller à la poste, etc. Okay. Mais c'est surtout que dès que le préavis est validé, dans la seconde, nous, l'annonce, elle est dans le badge de republication et donc 3 heures après, elle est en ligne. Elle est en ligne, ouais. Donc on a perdu 3 heures par rapport au préavis. Ouais, VS, il faut que 10 jours. Ouais, 10 jours. Le temps qu'ils reviennent, etc. Donc 10 jours, tu vois, dans une phase de reloc, ça change la vie. Quoi, c'est des fois le temps que tu mets pour louer, quoi. Et oui, donc et quand t'es pas à la bonne période ou que t'es dans un marché tendu ou autre, ça peut être plus long que ça. Hein. Il faut être réaliste. On loue pas tout le temps en moins de 10 jours. C'est faux. Hein. Celui qui dit ça, il a tort. Donc il faut se donner le plus de temps possible pour trouver le meilleur dossier au meilleur prix, etc. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que tu vois, il y a quand même des prix psychologiques, quoi. Oui, alors bien sûr. Après, il y a les prix sur les recherches, donc il vaut toujours mieux être en dessous de la centaine, en dessous de la cinquantaine, pour être dans les critères de recherche. Par exemple, si t'es locataire et que tu vas aller chercher un bien à louer, tu vas te dire bon, j'ai entre 900 et 1000 euros. Ouais. Faut pas aller se mettre à 1010 euros. Oui, c'est con parce que du coup tu t'enlèves. Voilà. Alors certes, tu vas être dans les moins chers de ceux qui vont chercher entre 1000 et 1100, mais peut-être qu'entre 1000 et 1100, ils vont chercher une pièce de plus. Oui, une surface plus supérieure. Ouais. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Quand on joue à quelques euros, et ça c'est un travail qu'on fait nous avec nos propriétaires, c'est travailler sur les charges. Il faut bien ficeler les charges. Donc si c'est du meublé et que tu décides de faire un forfait, il faut bien ficeler le forfait. Ça sert à rien d'aller mettre un forfait trop élevé, parce que tu as quand même toujours le risque à la fin que tu sois obligé de rendre un peu d'argent si le locataire te demande des comptes. Et puis voilà, l'objectif du forfait de charge, c'est d'être le plus juste possible. Et si tu es sur des provisions de charges, alors il faut pas bien évidemment sous-estimer la provision, mais il faut la mettre au juste prix. Ouais. Et souvent il y a une erreur de la part des propriétaires qui se disent moi de toute façon toutes les charges que je paye à mon syndic, je peux les récupérer auprès de mon locataire, ce qui est faux, puisque par exemple les honoraires du syndic, ça reste à la charge du propriétaire. Okay. Donc en moyenne c'est 80%. Mais si par exemple tu prends 77% et que ça te permet de redescendre juste en dessous faut surtout pas hésiter, faut le faire. Quitte à remonter de 3 € fois 12 mois, ton locataire il te dira rien au bout d'un an, plutôt que d'aller se pénaliser au départ ou de devoir lui rendre de s'être pénalisé et en plus de devoir lui rendre de l'argent. Double pénalisation. Double peine. Ouais. Donc ça c'est les charges, on en parle très rarement, mais moi j'insiste souvent auprès de mes équipes, discutez bien des charges avec le propriétaire parce que ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Oui, quand t'es à 2 ou 3 €, le 999 à la place du 1000. Oui, et surtout, tu sais, quand c'est du neuf ou des choses comme ça, on connaît pas les charges. Hein. Les charges d'un immeuble neuf, c'est que au bout de 2 ans, 3 ans, que tu commences vraiment à bien les cerner. Au début, c'est le promoteur qui te dit bon, on estime que ça va être 60 €, mais c'est peut-être 40 comme 80. Hein. Une copro qui a jamais fonctionné, tu peux pas savoir. Tu sais pas tant que ça fonctionne pas, quoi. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est qu'il faut pas non plus tomber dans des excès pour après faire des régules de charge. Ouais, ça sent le locataire qui partira parce que ça exactement. Voilà. Donc le juste prix, c'est le prix où tu loues, et puis c'est le prix où le locataire reste. Parce que ce qui coûte très cher, alors nous c'est du chiffre d'affaires, mais on n'a aucun intérêt nous à avoir une rotation trop élevée, puisque nos clients au bout d'un moment ils pensent qu'on fait exprès. Bien évidemment, on fait jamais exprès de chercher de trouver un locataire qui va locataire de 6 mois, quoi. Voilà, donc ça c'est bon,
c'est sûr que quand tu as des modèles full digitaux à distance, etc., bah forcément les locataires ils se projettent peut-être moins que quand tu as des visites physiques. Ça c'est certain aussi. Donc il y a une durée de rétention du locataire qui est plus importante quand tu es dans des domaines, enfin quand tu fais le travail de manière plus traditionnelle. Mais ensuite, un loyer trop élevé, alors oui, tu vas peut-être trouver le gars qui est pressé, etc., qui va louer, qui va accepter ton loyer, mais justement ça va peut-être, enfin c'est statistique, hein, ça va pas être un locataire qui va forcément rester longtemps. Ouais. Et donc dès qu'il va partir, bah, t'as un risque de vacances locatives, même si on fait tout pour le diminuer, mais t'as des frais d'état des lieux. Oui, et puis tu as des frais pour rechercher ton nouveau locataire. Donc pour le propriétaire bailleur, de toute façon, un préavis, c'est jamais une bonne nouvelle. Ouais. Sauf quelques cas rares. Ouais, il se casse. Voilà. Mais c'est quand même en général pas une bonne nouvelle. Donc le bon prix, c'est aussi où le prix de loyer, où le locataire va se sentir bien. On a tous fait ces calculs en tant que locataire, de se dire pourquoi j'achète pas. Bah oui. Enfin, si tu comptes vraiment rester, tu te dis, voilà. J'ai donc plus intérêt à acheter, quoi. Plus le loyer va être élevé, plus il voit sa capacité d'achat finalement qui devient facile, ouais. Et donc plus il va devenir volatile. Voilà. Donc quelqu'un qui paye un loyer raisonnable dans le prix, qui se sent bien dans son appart, pourquoi il va bouger, quoi? Il va plutôt même investir et puis devenir bailleur lui-même. Lui-même, ouais. Tout à fait. J'avais en général, enfin, je vois les choses de cette façon-là. En fait, tu vois, quand tu loues un appartement pas cher, façon de dire, un peu en dessous du prix du marché, tu intéresses 100% de la population. Quand tu loues un appartement au prix du marché, tu intéresses généralement plutôt les bons dossiers. Quand tu loues au-dessus, voire très au-dessus du marché, tu attires au final pas forcément les meilleurs dossiers, mais ceux qui se sont fait recal des appartements qui étaient au bon prix, ou les cas spéciaux. Alors, ceux qui se sont fait recal, oui, mais de toute façon, tu vas les recaler aussi, puisque de toute façon, s'ils se sont fait recaler sur un loyer à 1000, ils vont pas être éligibles sur un loyer à 1100, mais par contre, tu vas tomber... Peut-être tu te diras, j'ai personne, de toute façon, c'est lui ou c'est personne, quoi. C'est ouais, lui où je baisse le loyer. Ouais, alors ça c'est aussi enfin c'est pour ça que nous on insiste quand même pour passer par des professionnels, c'est un métier de louer, et de choisir le bon locataire, il faut s'enlever nous les propriétaires qui disent oui mais moi je veux sélectionner ou j'ai le feeling ou non. T'as rien du tout. Non, enfin en vrai le feeling tu peux au début c'est en général c'est beau et après quand ça se passe mal alors il y a les escrocs, il y en a. Donc ceux-là c'est les pires. Les escrocs sont les plus sympas oui. Sinon t'es pas escroc voilà. Donc ça le feeling tout ça faut l'oublier. Et nous on a vu des cas. Et après t'as celui qui perd son job, qui divorce, qui a plus les moyens, etc. C'est autre chose. Ouais. Accident de la vie, accident de la vie, ça c'est autre chose. Mais alors globalement, moi le français est quand même super bon payeur de ses loyers. Ça c'est quand même la bonne nouvelle que je peux dire aujourd'hui. Même si on insiste vraiment pour prendre des assurances loyers impayés, il faut le faire parce que le jour où ça vous tombe dessus, alors là c'est carrément la double peine si vous l'avez pas, parce que non seulement vous avez plus de loyer, mais en plus faut payer le crédit, la triple peine, le crédit, les charges, et l'huissier. Oui, enfin oui, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Donc là, c'est la cata. Tout ça pour revenir au sujet, j'ai perdu le fil. C'est pas grave, mais bon, en gros, on parlait du louer au bon prix. Mais attends, parce que t'as dit un truc qui m'intéresse. Bon, les escroqueries, vas-y, on va prendre 3 minutes sur les escrocs. Alors, qu'est-ce que t'as comme type d'escroc? Les escrocs, nous tous les jours, on détecte des faux dossiers. Ouais, bon, ça c'est basique. Enfin, c'est basique, une espèce de sport national. Ouais, mais le propriétaire qui fait ça tout seul une fois tous les 3 ans, je peux te dire qu'il les détecte pas. Ouais. Alors nous, les techniques, on les a. C'est les calculs de congés payés. C'est super simple, par exemple, de faire une fiche de paye sur Internet. C'est plus compliqué de bien calculer ses congés payés. On a un système qui c'est pas con. Tu vois, celle-là, je la connaissais pas. Je savais pour vérifier un peu si ton profil de locataire il était sérieux ou pas, tu prenais l'avis d'impôt, c'est facile à vérifier, tu vois. Alors, bon, ça, c'est le premier truc qu'on fait. Mais déjà, il y a plein de propriétaires bailleurs qui connaissent même pas, que tu peux aller vérifier un avis d'impôt sur Internet, comme ça, en 3 secondes. Donc, c'est la base. Faut aller sur impôt.gouv, il y a un truc. Vérif, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça, bien sûr qu'il faut le faire, mais ça, c'est pas tout.
Ok. Mais alors, explique-moi le congé payé, enfin les CP, comment ça? Bah en fait, tu vois des fiches de paye où par exemple les congés payés ils bougent pas. Ouais. Alors soit il part jamais. Bah ça veut dire que c'est une fausse fiche de paye ou que le comptable a fait n'importe quoi, mais c'est quand même rare. Donc donc normalement tes congés payés ils augmentent ou ils diminuent d'un coup parce que t'as pris des congés, mais ah oui, ok, d'accord. Tu prends pas deux jours et demi. Tu n'acquiers pas de 2 jours et demi puis tu les prends pas le même mois, 3 mois d'affilée, quoi. Ah, j'ai pris mes 2 jours et demi. Ça, non, voilà. Après, il y a des éléments, alors ça, c'est une nouveauté pour nous, mais ça nous aide beaucoup. On a détecté pas mal. C'est avec les prélèvements à la source. Ouais. Les mecs font n'importe quoi. Donc, pareil, c'est simple de faire une fausse fiche de paye, mais nous, derrière, on a des techniques pour aller vérifier si le prélèvement à la source qu'il nous met sur la fiche de paye, il correspond à un peu tout son environnement. Ouais. Donc ça, c'est aussi un élément. C'est pas con. Ouais. Après, nous, on travaille par exemple avec un assureur qui lui a mis en place des systèmes qui lui permettent de savoir si les documents ils ont été scannés, surscannés, etc., trafiqués, machin. Donc voilà, il y a plein de techniques pour essayer de les déceler, mais on en décèle plusieurs tous les jours. Ok. Donc voilà, faut pas tomber sur ces gens-là. C'est l'escroc. Voilà. Donc, alors après, c'est pas parce que t'es escroc que tu vas pas payer ton loyer. Tu vas pas payer ton loyer, mais bon, tu multiplies quand même ton risque. Oui, ça part. On n'est pas dans une relation très franche, quoi. Non, ça part pas bien, on va dire. Donc maintenant, il y a des solutions, par exemple pour les expatriés qui souvent sont bien fortunés, mais ne passent pas, par exemple, dans les grilles classiques parce qu'ils n'ont pas de feuille d'imposition en France, etc. Il existe aujourd'hui des solutions où eux, ils peuvent aller s'assurer eux-mêmes et donc voilà, on peut garantir si tu veux le bail par un autre système que les systèmes classiques. Par contre, nous, ce qu'on constate, et je trouve que ça c'est une bonne chose, c'est que le garant personne physique depuis 1 an là a vraiment perdu de sa grandeur, et que tous les propriétaires bailleurs ont enfin pris conscience que c'est pas parce que tu as un garant personne physique que ton loyer sera payé. S'il paye pas, ton loyer n'est pas payé. Oui. Une assurance, si le locataire ne paye pas, ton loyer est payé. C'est quand même... oui, c'est largement différent. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que surtout pour des étudiants avec... Visal. Oui, Visal. Avant, on prenait les parents parce que c'était... Oui, mais il vaut mieux prendre Visal que les parents. Oui. Oui. Bah oui, hein. Nous on a eu des cas, les parents qui s'embrouillent avec les enfants, les machins, ça arrive. Mais bien sûr, tous les jours ça arrive. Donc il faut protéger ses loyers. Donc ça fait partie aussi du bon loyer, c'est le loyer protégé. Oui, c'est ça aussi. C'est accepter de payer une assurance qui coûte pas très cher. Je sais pas, chez toi c'est 2,5%. 2,5%, c'est assez classique. C'est classique, mais ça c'est vraiment super. Mais il vaut mieux Visal par exemple qui est gratuit pour un étudiant. Ils élargissent un peu Visal d'ailleurs là ces derniers temps, j'ai vu ça. Il vaut mieux qu'un expat qui aille prendre une garantie chez un Garant.me, un Uncle, un Cautioneo ou autre. Voilà, donc nous on revend tout ça. Enfin nous on ne signe jamais un bail sans une vraie garantie derrière. Voilà. Ok. Et j'imagine que bon, en général, est-ce que tu as des stats d'ailleurs des appartements qui étaient loués trop cher mais qui ont fini par se louer, vs un appartement qui est loué au bon prix, le locataire reste combien de temps en plus honnêtement, c'est pointu là. Ouais, c'est pointu et puis je donne toujours les chiffres quand je les connais. J'aime pas inventer, donc non, je ne sais pas te répondre. Mais c'est évident en fait qu'un locataire qui paye un loyer un peu trop élevé par rapport à la zone va rester moins longtemps que tout ça. Bien sûr, ce sont des globalités. Hein. Oui, Paris province, etc. Oui, puis tu peux tomber sur le cas du locataire qui va rester 10 ans à un loyer trop élevé. Bon, tant mieux. Mais nous, on est obligé. J'aime bien payer plus cher. Ouais, voilà. Nous, on est obligé d'avoir une vision globale. Et quand tu as une vision globale, je peux pas te donner un chiffre précis sur ce point-là, mais c'est certain que, et tout le monde le comprendra, que forcément, plus le loyer est dans le prix du marché, plus le locataire va rester longtemps. Ok. On a remarqué que les loyers commençaient un peu à baisser dans certaines villes. Et dans d'autres villes, ça continue à monter. Enfin, ça, c'est étrange. C'est un marché hyper fluctuant, en fait. Hein. Sur certaines typologies d'appartements.
Oui, nous, en fait, on fait à chaque fois qu'on a une mise en location, même une remise en location, on refait notre étude de marché. C'est pas parce que t'as déterminé qu'un loyer va être à 800. Oui, c'est pas parce que le mec il a payé 800 € jusqu'à présent que le lendemain il paiera. Voilà. Ouais. Donc il suffit que à côté du bien, il y a un immeuble tout neuf qui vient de sortir de terre. Forcément, il y a de la concurrence, quoi. Donc Ouais. c'est la règle de l'offre et de la demande. Alors, les deux caractéristiques, je sais pas si c'est beaucoup de tes clients, mais c'est tout, il faut dire les choses, c'est que en ce moment, sur la place de Paris, sur le logement meublé, forcément, il y a une tension, mais qui a changé de camp. C'est-à-dire qu'avant, la tension, elle était pour les locataires. Ouais. Et là, elle est passée chez les propriétaires, puisque quand tu regardes le nombre d'annonces de biens meublés à louer à Paris, il a plus que doublé en un an. Donc il y a de l'offre. J'ai fait un petit ratio d'ailleurs. Ça fait penser à ça. J'ai fait un épisode solo, justement par rapport à la tension locative. En gros, alors je parle de Paris, Île-de-France, Paris plus 10 km aux alentours, source Le Bon Coin. En gros, quand tu as une annonce de vente pour le même type de bien, type le F2 entre 30 et 35 mètres carrés, tu retrouves de l'autre côté location, que ce soit meublé ou non meublé, 1,4. Toi, t'as un ratio 1,4. C'est-à-dire que t'as 40% de plus de logements à louer qu'à acheter. Je dis que potentiellement, j'avais fait un truc comme ça un peu bête, mais ça me permettait de checker un peu la tension locative. C'est une façon comme une autre. Et donc, toi, tu me dis là que aujourd'hui, ce ratio qui est encore bon, qui est encore d'actualité, puisque ça a été fait il y a une semaine, donc c'est encore bon. Tu me dis que à partir d'un 4, au final, t'as le marché qui commence à se retourner et qui commence à devenir un marché plus de locataires qu'un marché de bailleurs, quoi. Moi, j'ai sorti des articles dans la presse où je dis les zones tendues ont changé de camp. Merde. Oui, mais alors ça va être ponctuel, mais sur la place de Paris, ça s'explique. On a le marché du Airbnb qui est arrivé sur le marché de la longue durée. Ouais. Donc forcément, tu as plus d'offres sur ce marché du meublé. Je parle du meublé petite surface. Et à l'inverse, tu as moins de demandes puisque tous ceux qui louaient des appartements 4 jours, pour y passer 4 nuits, aujourd'hui ils restent à Aix-en-Provence en télétravail. Ouais. Et puis les étudiants ont déguerpi. Donc les étudiants ils vont revenir, les touristes un jour vont revenir, donc va y avoir de nouveau du Airbnb, même si c'est toujours de plus en plus compliqué de faire du Airbnb, mais bon, ça reste quand même une niche intéressante. Voilà. Bon, je pense, moi, sur Paris, que ça va quand même mettre du temps à revenir. Donc, moi, le conseil, et d'ailleurs, j'ai écrit à tous mes propriétaires qui ont des biens meublés à Paris, ça sert à rien, je veux dire, c'est de la faute de personne. C'est le marché, c'est cette crise que personne n'avait vu venir, qui est venue changer un peu la donne. Donc, aujourd'hui, ce qu'on leur dit, nous, c'est baisser votre loyer pour louer avant les autres. Et puis moi, j'ai aussi alerté les pouvoirs publics pour leur dire attention, autoriser les propriétaires à baisser leur loyer, mais il faudra pas les empêcher de remonter dans 2 ans quand la crise sera derrière nous. Oui, parce que du coup, observatoire des loyers. C'est l'encadrement des loyers. Oui, mais du coup, tu as l'observatoire des loyers qui va regarder un peu ce qui s'est passé. Au final, les loyers ont baissé et potentiellement, ton prix au mètre carré quand tu vas le consulter sera moins cher que N-1, quoi. Ouais, voilà. Donc tout ça peut être des effets. Donc c'est pour ça que tous les professionnels comme toi et comme moi, il faut qu'on alerte les pouvoirs publics là-dessus pour aider nos propriétaires. Sur les villes de province, c'est moins le cas. Parce que il y avait beaucoup moins en fait de location d'affaires, c'était plus du tourisme donc qui va revenir et des étudiants qui vont revenir. Donc voilà. Moi ce que je pense c'est que sur Paris j'avais vu des stats, c'était 48% en fait du marché du meublé parisien était drivé avant la crise par par des locations dans le cadre du travail. Oui. Donc le cadre qui est avec sa famille à Aix-en-Provence, l'exemple que je prenais tout à l'heure, et puis qui se loue son studio à Paris parce qu'il doit passer 4 jours à sa boîte à la Défense. Ok. Bon, ça, je suis pas certain que ça va revenir comme avant. Donc ça va mettre un peu plus de temps. Donc c'est pour ça que quand on est un propriétaire avisé, il vaut mieux éventuellement aller renégocier 1 an, 2 ans, 3 ans d'emprunt supplémentaire avec sa banque pour se donner du sou pour baisser son loyer de 100 € et louer son bien plutôt que de se dire non, il faut que je le loue. On m'a dit que non. Ça allait se louer. On l'a dit à un moment où le marché était comme ça, mais on peut pas être des devins, surtout avec cette crise. Il
faut être avisé. Voilà. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne aux propriétaires. Et moi, j'en ai qui veulent rien savoir, hein. Ben, on n'arrive pas à louer, donc moi, je vais leur dire, j'arrête de dépenser des fortunes dans vos annonces. Vous êtes trop cher. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas magicien, moi, je peux pas. Oui, ça part pas. Ça part pas. Donc tout à l'heure, tu m'as dit que tu mettais le paquet sur. Alors, bon, j'imagine que tes annonces sont sur Le Bon Coin, Se Loger. Ouais, Logikimo, à vendre à louer. Ok, ouais, donc les principaux. Et puis une trentaine d'autres, mais qui sont beaucoup. Oui. Ouais. T'as Le Bon Coin, voilà. 80%. C'est Se Loger, nous. Se Loger plus. Après, ça dépend en fait. Paris, c'est Se Loger. Province, c'est plus Le Bon Coin. Ça dépend. Mais c'est effectivement Le Bon Coin quand tu commences à même en pro ou particulier, c'est pareil. Enfin, c'est même le même fonctionnement. Mais quand tu commences à taper dans les options, parce que en tant que professionnel, tu peux pas t'amuser. D'ailleurs, je pense que ça marche plus depuis le temps, mais tu peux pas t'amuser à supprimer et recommencer, quoi. Tu vois, tu es obligé de. Non, mais c'est un budget, hein. Et puis, oui. et moi, c'est le budget. J'ai mis direct le budget là-dessus et jamais je ferai des économies là-dessus. Donc moi, j'achète ce qu'il y a de plus cher sur Le Bon Coin et Se Loger. Ça coûte combien? Enfin, une annonce. Une annonce. Le Bon Coin à fond. Enfin, en gros. Nous, on en achète au stéroïde, quoi, avec tout, quoi. On en achète beaucoup. On a des petites astuces pour les acheter moins cher. Oui, j'en connais une. Je te raconterai ça offline. Mais nous, une annonce sur une mise en location, à la fin, ça nous revient à 50 € à peu près. Ouais. Alors, on dit, ouais, 50 €, c'est pas cher. Mais oui, 50 €, c'est cher quand tu sais que, en face, c'est 11 € du mètre carré, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Nous, on a des prix, moi, à Paris, je facture 11 € du mètre carré. À 30 mètres carrés, je le facture 330 €, tout compris les visites, l'annonce boostée, les visites, le dossier, le bail, l'état des lieux d'entrée. Quand tous mes confrères sont à 700, 800, 900 €. Il est 300. Loin, il est loin le temps où on pouvait prendre un mois de loyer. Enfin, il y en a qui le prennent, hein. Il y en a plein qui prennent encore 60. Ouais, sur les bailleurs, ouais, mais pas sur les locataires. On n'en a pas parlé, mais la base d'Immo Direct, c'est son tarif. Ouais. C'est que moi, depuis le départ, je me dis, mais pourquoi on va facturer des pourcentages de loyer? Ça n'a aucun sens. Ni au niveau de la location, ni au niveau de la gestion. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, moi, louer un appartement de 2000 € ou de 500 €, c'est exactement le même prix. Je dois me déplacer, je dois passer une annonce, je dois étudier des dossiers, je dois faire un bail, je dois faire un état des lieux. Donc nous, on facture ça au mètre carré. Parce que le mètre carré, ça a un sens. Un état des lieux d'un 20 mètres carrés, c'est pas la même chose qu'un état des lieux d'un 80 mètres carrés. Mais par contre, un 20 mètres carrés loué 500 ou loué 2000 en fonction de là où tu te trouves, c'est le même travail. Et en gestion, c'est pareil. Et même souvent, plus le loyer est élevé, moins on a de travail en gestion. Ouais. Parce que l'appartement en général est mieux entretenu, parce que le locataire en général est plus solvable. Voilà. Ouais, donc, parce que c'est moins utilisé aussi. Enfin, voilà. Donc il y a des appartements. Usage un peu moins intensif aussi. Ouais. Il y a des appartements où des locataires à problème et d'autres sans problème, mais ce n'est jamais lié au loyer. On a sorti une étude où on démontre. On a découpé par tranche de 100 €, on démontre que nous, c'est toujours le même nombre de tâches qu'on doit faire par an, quel que soit le montant du loyer. C'est pour ça que nous, on a fait des prix forfaitaires, en fait. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, parce que à force, il y a eu une époque où c'était n'importe quoi, on pouvait faire ce qu'on voulait, sur le locataire, on pouvait le faire payer 1 mois, 2 mois de loyer, peu importe. Je parle des honoraires. Maintenant, vu le monde change, tout change, au final, tu vois, avant on louait pas d'appartements sur Airbnb, on les loue, un peu moins maintenant, mais globalement tout change. Il y a eu les colocations qui sont arrivées, comment partager X, tu vois, des honoraires de location en X parties parce que il y a 5 ou 6 colocataires, c'est compliqué. Est-ce que tu penses pas que demain, on aurait peut-être mieux augmenter le loyer de quelques euros et récupérer et pas d'honoraires, quoi. Oui, c'est un modèle économique, parce qu'au final, c'est un truc qui me passe par la tête, mais je me dis, bon, au final, tu vois, tu me dis 300 €, un truc un peu tout compris, 300 €. Franchement, les 300 €, c'est pas quelque chose que, ça fait, c'est par mois, tu vois, c'est rien, quoi. C'est une vingtaine d'euros par mois. Tu peux peut-être le rajouter dans le loyer et il y a 0 € à la charge du locataire. Du coup, tu passes dans les annonces type particulier et là, potentiellement, peut-être plus de, je sais pas, c'est un truc qui me... C'est certainement des bonnes réflexions. Le problème, c'est qu'il faudrait que tout le monde le fasse en même temps, parce que sinon, toujours pareil, ton loyer va être décorrélé par rapport à ceux qui le font pas. Donc ça, c'est une première chose. Après, moi, je crois plus au juste prix. Et si ton locataire, il reste 6 mois ou il reste 10 ans,
c'est pas très fair-play pour lui. Voilà. Après, intégrer les frais de location dans le mandat de gestion, il y en a qui le font, mais c'est formellement interdit. Donc nous, on respecte la loi et ceux qui le font, ils prennent un risque énorme, hein, parce qu'ils peuvent perdre leur carte G, hein, tout simplement. Donc c'est la carte qui nous permet d'agir en tant qu'agent immobilier. Donc aujourd'hui, de faire de la location et de la gestion. La carte T, c'est que pour la transaction ou la transaction locative, donc c'est mettre en location. Voilà. En gros, on se rejoint sur la location, mais l'un peut pas faire de la gestion et l'autre peut pas faire de transaction, quoi. Bah, il faut avoir les deux, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la loi Allure, elle est hyper claire et c'est hyper encadré. C'est-à-dire que nous, quand on fait une mise en location, on ne doit pas dépasser un certain plafond pour le locataire qui est justement à 11 € sur le plafond le plus bas, c'est-à-dire les zones non tendues. Après, c'est 13 €, puis après, ça passe à 15 €. Ouais. Donc, nous, on a décidé de se mettre à 11 partout, comme ça, on est moins cher. Il n'y avait pas d'histoire. Il n'y avait pas d'histoire. Et par contre, quand tu factures X € à un locataire, tu es obligé de facturer au moins X la même chose, mais tu peux faire plus. Ou plus au propriétaire. Au propriétaire, mais en une fois. C'est-à-dire que t'as pas le droit de l'étaler dans ton dans ton coût de gestion. D'accord. Parce que ça c'était séduisant. Moi, je veux dire, plutôt que de faire un forfait à 29,90, j'aurais fait un forfait à 39,90, puis je leur aurais dit, quand il y a une nouvelle mise en location, il n'y a pas de frais. Bon. Ouais. Mais j'ai pas le droit de le faire. Donc il y en a qui l'ont fait ou qui le font, mais ils sont hors la loi. Donc il faut que les propriétaires sachent que quand ils bossent avec ces boîtes-là, ils bossent avec des gens qui sont hors la loi. Donc il faut faire gaffe parce que c'est quand même des gens qui brassent leur loyer. Hein. Ouais. Donc la loi aussi, elle nous empêche un peu de faire ça. Après, aller lisser les frais dans le loyer, enfin c'est un peu compliqué. Puis le loyer, nous, le loyer, il t'appartient pas à toi en tant qu'agence. Surtout toi, tu payes directement le propriétaire. Et tu lui envoies une facture après. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas prélevé, je crois. Si nous, quand on a 1 000 € de loyer, on reverse 1 000 €. Ok. Toujours. On ne dépense jamais 1 € en lieu et place du propriétaire. C'est son argent, c'est pas le nôtre. Nous, il transite par notre compte uniquement pour être certain que le loyer a été payé pour pouvoir relancer le locataire. Ouais. Si donc à J+1, on le reverse quand c'est du virement et J+10 quand c'est du prélèvement. Donc c'est complètement transparent pour le propriétaire. Et à l'inverse, effectivement, on facture nos honoraires à côté. Ok. Ce qui est normal. Enfin, ça c'est pareil, c'est une aberration depuis le début. Pourquoi on va mélanger de l'argent qui appartient à un propriétaire avec des honoraires d'un gestionnaire? C'est pas normal. Ouais, non, mais bon, oui, je comprends le truc. En gros, c'est plus simple de dire, bon, voilà, ça c'est ton argent, c'est ton loyer, et puis après, bon, paye-moi ma facture parce que j'ai bossé, quoi. Bah voilà. Gestion, 29,99 €. 90. Ah, t'as pas eu quand même, allez, 29,99. Non, mais. Je viens des télécoms. Ouais. Oui, c'est l'équivalent du forfait Freebox à l'époque, quoi. Voilà. Du coup, toi, tu pars du principe que, effectivement, gérer un studio, gérer un plus grand appartement, c'est le même travail, quoi. C'est le même boulot. Ça, c'est certain. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est exactement le même travail. À ce prix-là, franchement, je pense que tous les propriétaires ont tort de pas venir chez nous ou chez d'autres, hein, s'il y en a d'autres qui font les mêmes prix, mais nous on reçoit donc, comme je t'ai dit, à peu près 60% qui viennent de l'autogestion. Sur ces 60%, t'en as 70 ou 80% qui ont jamais appliqué la révision du loyer avec l'indice IRL, parce qu'ils oublient. T'en as, je sais pas combien, qui n'ont jamais réindexé les charges, enfin révisé les charges. Oui, réviser les charges. Ouais. Je veux dire, nous, la plupart des gens qu'on prend dès la première année rien qu'avec ces petites choses-là, ils sont déjà gagnants financièrement. Ensuite, ce qui se passe quand tu fais de l'autogestion, c'est que au début, tu dis toujours oui à ton locataire parce que t'as peur de le perdre, t'as peur de le machin. Donc tu vas payer finalement le flexible de douche, des trucs comme ça qui sont à sa charge. Ouais. Donc nous, en tant qu'intermédiaire, on n'a aucun problème. Il nous fait une demande d'assistance H24, on lui répond bah non monsieur, le flexible de douche c'est à vous de le changer. C'est plein de petites choses comme ça où finalement tu te rends compte que quand tu fais le bilan à la fin de l'année, en plus c'est déductible fiscalement. Franchement, t'as aucun intérêt à faire ça tout seul et en plus tu prends des risques énormes parce que on voit des propriétaires qui ont signé des baux sans clause résolutoire. Ça veut dire que si demain le locataire ne paye pas le loyer, un juge ne peut pas l'expulser. Le mec, il peut rester 10 ans, 15 ans.
C'est vrai. Hein. Il partira juste quand il voudra, quoi. Il partira quand il voudra, ou voilà. Donc c'est un métier. Et alors souvent les propriétaires, surtout quand c'est leur premier investissement, ils disent ouais mais moi je veux essayer, je veux comprendre, etc. Ouais. Donc on les a compris, on va bientôt sortir une offre, mais alors là on va déchirer le marché. Bon, vas-y. Qui va les amener doucement vers du professionnel, mais où on va quand même les aider à pas faire d'erreurs, au moins sur tout ce qui est financier. Voilà. Ok. En gros, ils pourront s'accompagner eux-mêmes. Enfin, en gros, c'est un entre-deux, quoi. Ouais, c'est un entre-deux. En fait, on a beaucoup de multipropriétaires qui sont organisés aujourd'hui en autogestion, mais qui se rendent compte qu'ils prennent quand même de plus en plus de risques parce que leurs baux sont plus du tout d'actualité, parce que ils relancent pas en temps et en heure les locataires. Il faut savoir qu'un propriétaire en autogestion qui prend une GLI, il y en a plein qui la prennent en direct. Oui. Alors déjà, la plupart, s'ils ont oublié de demander une pièce au départ ou s'ils ont mal analysé une pièce, le jour où il y a un litige, il faut qu'ils envoient les pièces et là, l'assureur, qu'est-ce qu'il cherche? L'erreur. Enfin, l'assurance, c'est pas payé. Enfin, surtout que pour l'assureur, c'est un contrat, donc il s'en fout de lui dire non. Ouais. Nous, c'est des milliers de contrats, donc je veux dire quand il y a un truc, on peut discuter avec lui. Quand t'es tout seul, t'as aucun poids vis-à-vis d'un assureur, donc t'es mort. Si t'as pas relancé dans les temps, t'as pas envoyé ton courrier simple, ton courrier recommandé, ton LRR, tout ça, enfin ta séquence, t'es mort. Ça marche pas non plus. T'es pas assuré. Donc t'as payé pendant 3 ans une assurance qui coûte plus cher que chez les professionnels, et au bout de 3 ans, en fait, t'es pas assuré. Ça arrive. Je connais les histoires. C'est véridique. Hein. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sortir une offre hyper agressive, mais où on va sécuriser quand même tous ces gens-là sur au moins l'aspect financier. Voilà. Ok, top. Bon ben, on a tenu l'heure. Hein. ça passe super vite. Super. Immo Direct. Donc si on veut te contacter, LinkedIn. Alors Arnaud, du coup, sur LinkedIn on te retrouve. J'imagine. Oui. Oui, moi on me retrouve sur LinkedIn, on retrouve mon site internet et puis si vous venez de la part d'ImmoCities, on vous fera un petit code promo pour vous offrir quelque chose. D'accord. Ok, bah c'est parfait. Bah écoute, donc c'est immodirect.com. Immodirect avec un seul M. Avec un seul M parce que c'est moins cher. Voilà. 2 fois moins cher. 2 fois moins cher. Ok. Ben merci beaucoup et puis pour tous nos auditeurs, merci pour votre fidélité. Loïc. Bah oui, il faut. Et puis remercier les auditeurs pour leur fidélité et puis tout simplement je vous dis à jeudi pour l'épisode solo donc la Milcon. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, à bientôt. Ciao. Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à noter, commenter et partager le podcast Club Deal à au moins 3 de vos connaissances. C'est grâce à votre soutien, à votre fidélité, bref, grâce à vous, que Club Deal prend autant d'ampleur et pour cela, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Si l'idée d'investir dans l'immobilier vous plaît, mais que vous n'avez pas le temps ou tout simplement si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à sauter le pas et contacter ImmoCities. ImmoCities, c'est la solution d'investissement locatif clé en main qui vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Recherche de biens rentables, conception, travaux, mise en location, toute la team ImmoCities saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet et ce, dans les plus grandes villes de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à très bientôt sur Club Deal.